Bonsoir et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité de ce mardi 27 mars 2018. Audience au palais présidentiel, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État du Zimbabwe est présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 6e édition d'Africa CEO Forum. Il a laissé une brillante carrière de banquier en France pour cuisiner à Abidjan. Sa spécialité, les crêpes. Comment est-il arrivé à cette décision? Dans ce journal, nous irons à la rencontre d'Akadji Gbongbadje pour trouver des réponses à cette question. Linda Brown, symbole de la lutte contre la ségrégation raciale, est décédée à l'âge de 76 ans. Elle est à l'origine d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui, en 1954, jugea illégale la séparation des élèves noirs et blancs dans les écoles du pays. Merci d'être avec nous pour cette demi-heure d'information. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a quitté ce soir la Côte d'Ivoire. Il a pris part à Abidjan à la 6e édition d'Africa CEO Forum qui a réuni hier et aujourd'hui les acteurs du secteur privé, responsables d'institutions financières et hommes politiques qui ont partagé leurs expériences en vue de libérer le potentiel économique de l'Afrique. Avant son départ, le président zimbabwéen a échangé avec le chef de l'État Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. Emmerson Mnangagwa, je le rappelle, a séjourné à Abidjan à la faveur de la 6e édition d'Africa CEO Forum. Viviane Aimé. En fonction à la tête du Zimbabwe depuis le 24 novembre 2017, après la chute du pouvoir du président Robert Mugabe, après 30 ans de règne, le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, était lundi aux côtés des présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo à l'ouverture du 6e Africa CEO Forum ici à Abidjan. Une présence qui est la toute première du président zimbabwéen en terre ivoirienne, offrant ainsi l'opportunité aux deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Emmerson Mnangagwa, de jeter les ponts d'un rapprochement entre leurs deux pays. Ce mardi, le président zimbabwéen était reçu au palais présidentiel par le chef de l'État ivoirien. Les honneurs militaires lui ont été rendus à son arrivée, suivis par un long entretien avec le président Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été évoqués par les deux hommes, notamment l'organisation d'élections démocratiques au Zimbabwe et la relance économique de ce pays qui a accusé un retard de 18 ans, selon le président Mnangagwa. Je ne savais pas que la Côte d'Ivoire avait atteint un tel degré de développement, un tel niveau de développement. C'est une fierté, non seulement pour les gens, pour les Ivoiriens, mais pour les Africains aussi, pour voir ce niveau de développement et la vision pour le futur que ce pays a. Un pays comme le Zimbabwe a accusé un retard de 18 ans par rapport aux autres pays. Et dans notre désir de rattraper le retard et de faire un saut, oui, dans le domaine de l'agriculture, de l'infrastructure, dans le secteur minier et en énergie, et oui, dans tous ces domaines, nous devons voir comment nos frères ont fait des progrès pour pouvoir faire nos bonds en avant. Et nous disons que d'ici 2030, nous voulons être une économie de première classe. Le Zimbabwe est ouvert au business. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons insisté sur la transition pacifique qui s'est déroulée au Zimbabwe et qui a permis donc au président Mnangagwa de devenir président en remplacement du président Mugabe, notre doyen. Et j'en ai profité pour lui réitérer toute la gratitude des Africains par rapport au traitement dans la dignité qu'il a réservé au président Mugabe. Mais surtout, nous avons parlé du présent et de l'avenir, voir comment faire en sorte que le Zimbabwe, qui a un pays qui a d'énormes ressources, un potentiel important, que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine minier, puisse profiter de cette situation
pour améliorer le niveau de vie des populations. Nous avons partagé nos expériences et je constate que le président est totalement ouvert à faire en sorte que le Zimbabwe soit maintenant une terre d'investissement et que donc un processus politique démocratique, puisqu'il envisage des élections présidentielles en juillet prochain, qui seront donc libres, démocratiques et transparentes. Et je voudrais lui dire à quel point nous sommes impressionnés par sa détermination et par son engagement, non seulement pour la démocratie, mais pour l'amélioration de la situation du peuple de Zimbabwe. Monsieur le Président, toutes nos félicitations et tous nos vœux pour vous et pour le peuple de Zimbabwe. Après sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien, le président zimbabwéen a regagné son pays. Les deux premiers pays producteurs mondiaux de cacao veulent contrôler le marché. Les présidents ghanéens et ivoiriens ont signé lundi un accord dit Déclaration d'Abidjan, un accord qui devrait permettre de relever les rémunérations des producteurs. Il s'agit d'une véritable révolution pour l'économie cacaoyère, comme nous l'explique Adama Koni. L'union fait la force. La Côte d'Ivoire et le Ghana unis pour donner un poids commercial au poids quantitatif de 60% du cacao mondial. Conscients que la richesse se trouve dans la transformation, les deux pays viennent de décider d'encourager l'usinage de leur production nationale. Conséquence directe d'une telle politique, la réduction de l'offre de produits bruts. Toutefois, les productions transformées doivent être écoulées. Il faut trouver des débouchés et le premier marché pourrait être celui de l'Afrique. Le potentiel existe. Tout le continent, représentant 73% de la production mondiale de cacao, ne consomme que 3,4% du chocolat vendu dans le monde. Toute chose qui explique la volonté des présidents ivoiriens et ghanéens de promouvoir la saveur chocolat dans les consommations des Africains et bien au-delà du continent. Tout naturellement, tous ces projets seront portés par le privé, d'où l'appel lancé aux opérateurs à explorer et saisir l'opportunité que représente le secteur de la transformation du cacao. Les chefs d'État ont cependant à l'esprit que l'industrialisation se fera dans la durée. Dans l'immédiat, il faut relever le niveau de revenus des paysans, ce qui explique la nécessité d'harmoniser les politiques de commercialisation. Une sorte d'entente de mise à marché pour doper les prix. Le premier test sera sans nul doute l'annonce concomitante des prix de campagne. Belle saison en perspective pour les producteurs et partant pour l'économie cacaoyère. Le vice-président ivoirien s'est entretenu avec la vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, en abrégé MIGA. C'est une filiale de la Banque mondiale. Daniel Cablon-Duncan et Keiko Honda ont débattu de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la MIGA. À ce jour, cette institution a investi 300 milliards de nos francs Côte d'Ivoire. Le pays fait également partie des 10 premiers partenaires de la MIGA, qui est en passe d'intensifier ses interventions en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et des secteurs sociaux. La MIGA, dont les responsables ont été également reçus par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement, a par la même occasion échangé avec des responsables d'une autre filiale de la Banque mondiale, la Société financière internationale. On fait le point de ces entretiens avec Gabriel Zani et Herman Guivé. Une délégation conjointe de la Société financière internationale, SFI, et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cœur de leurs échanges, les questions d'investissement, d'assistance technique au gouvernement et aux entreprises publiques et privées. Nous avons eu l'opportunité d'avoir un échange sur nos possibilités d'intervention en Côte d'Ivoire pour soutenir les plans de développement économique et social du gouvernement. Et nous avons eu une réunion très fructueuse. En clair, ce sont des appuis directs et financiers à plusieurs secteurs. Alors nous avons donc évoqué dans ce cadre plusieurs secteurs d'intervention possibles au niveau de la SFI et de la MIGA. Le secteur des transports avec les ports, l'aéroport, le secteur aérien dans son ensemble.
Nous avons également évoqué le secteur de l'énergie, donc où les deux institutions sont déjà présentes et où elles entendent accroître donc leur intervention donc dans le pays. La question de la transformation donc des matières premières donc agricoles, principalement donc le cacao donc et l'anacarde. Et enfin, nous avons évoqué donc la question donc des logements sociaux, où les deux institutions sont prêtes donc à nous accompagner, donc et principalement donc la SFI. Pendant que la Société financière internationale SFI encourage la croissance du secteur privé en mobilisant des capitaux en vue du financement des projets viables, la MIGA garantit les investissements directs du groupe de la Banque mondiale. La 6e édition d'Africa CEO Forum a refermé ses portes ce mardi à Abidjan. Lors de ce rendez-vous, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a animé un panel. Bruno Nabagné-Koné a défini des pistes de solutions pour rendre l'Internet en Afrique plus accessible. Cheikh Koné. Aussi indispensable que les ports, les routes et les barrages, Internet ne cesse de s'étendre en Afrique. Mais les conditions d'accès demeurent un casse-tête chinois pour les gouvernants. Seulement 16% de la population connectée en Afrique et moins de 25% en Afrique subsaharienne a accès à Internet mobile. Au cours de ce panel, il était question de faire l'état des lieux des initiatives publiques et privées, entreprises sur le continent, pour connecter ceux qui ne le sont pas. Pour la Côte d'Ivoire, qui fait office de modèle dans la mise en place d'un écosystème favorable au développement de l'Internet, Bruno Koné a insisté sur la formation de compétences à tous les niveaux de la chaîne des valeurs. Nous avons travaillé autant sur l'environnement réglementaire que sur la connectivité, que sur l'accès, que sur le contenu et bien sûr sur la formation. La formation est clé, tous les intervenants l'ont dit et redit. Et en ce qui nous concerne, on peut en parler sur la base de quelques projets qui ont été initiés par le gouvernement. Au nom de ces projets, l'initiative aux technologies de l'information et de la communication dès l'école primaire, construction de salles multimédia dans les lycées et collèges, création d'une université virtuelle, ainsi que la création de l'école supérieure africaine d'éthique, ESATIC. Des initiatives que le gouvernement conduit conjointement aux actions visant à développer les infrastructures dans le secteur. Pour nous, l'infrastructure également est clé. À ce niveau, nous avons accru la connectivité à l'international. Nous avions un câble sous-marin qui desservait la Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, nous en avons 3. Nous sommes même en train de discuter avec un 4e opérateur. Donc bientôt, nous aurons 4 câbles qui desservent la Côte d'Ivoire. Comme haute difficulté, les panélistes ont évoqué l'épineuse question de la fiscalité pour les opérateurs dans certains pays africains. Moi, je fais un lien très direct entre le niveau de développement de l'Internet en Afrique, comme par exemple en Côte d'Ivoire, et puis le niveau, la capacité à avoir un cadre de régulation et fiscal qui encourage l'investissement. Il y a d'autres situations en Afrique, il faut le dire, qui sont beaucoup plus pénalisantes et qui freinent très clairement le développement de l'Internet et l'accès des populations aux services associés. Plusieurs autres problématiques ont été abordées par les panélistes, la question du coût et de la qualité de l'Internet, l'innovation dans les contenus, mais aussi et surtout la problématique de la souveraineté des données par les opérateurs africains. On s'intéresse au 6e atelier régional de la Commission d'études de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique, un atelier qui a permis de réfléchir à la manière dont les technologies de l'information et de la communication pourraient constituer une aide essentielle aux pays en voie de développement, mais également aux opportunités pour l'Afrique. C'est une initiative de l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. Walter Amadou Ouattara. La normalisation des réseaux futurs, quelles opportunités pour l'Afrique? C'est autour de ce thème que se tient le 6e atelier régional de la Commission d'études 13 de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique. Il s'agit, entre autres, pour cette commission de partager des expériences et traiter des sujets relatifs à l'apprentissage automatique, champ d'études d'intelligence artificielle permettant de remplir des tâches difficiles par des moyens informatiques. Pour l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, c'est une opportunité pour le pays d'accueillir cette rencontre. Notre contribution au PIB, je vais parler du secteur, qui fait près de 8%. La société de l'information n'existe que parce qu'il y a des normes pour les services. Cette rencontre permettra de sensibiliser les différents acteurs de notre écosystème
pour qu'ils participent vraiment à la prise en compte des normes. Régulateurs, opérateurs, équipementiers, prestataires de services et différentes parties prenantes d'Afrique, ainsi qu'ingénieurs et membres académiques doivent mettre à profit leurs atouts dans une synergie d'action. Leur savoir-faire et savoir-faire seront mis à contribution dans plusieurs domaines d'activité. Par exemple, dans une agriculture modernisée. Dans le cadre du projet e-agriculture, où nous regardons comment est-ce que nous pouvons utiliser certains de ces objets pour mieux irriguer les plantes, réduire le travail des agriculteurs et faire de telle sorte qu'ils aient des rendements plus élevés. Autre objectif de ce groupe régional est d'encourager les autorités nationales et les opérateurs des pays africains à travailler ensemble conformément à la normalisation. Ces travaux devraient également servir de point de départ aux innovations de réseaux nécessaires à la mise en œuvre des systèmes 5G. Akadji Bongbadje menait une brillante carrière bancaire en France, mais il a décidé d'y mettre fin pour se consacrer à la cuisine à Abidjan. Sa spécialité, la confection des crêpes. Comment est-il arrivé à prendre une telle décision? De la banque à la crêperie, parcours d'un jeune entrepreneur, c'est le dossier que nous propose ce soir Christelle Menon. Quitter un emploi sûr et choisir de mener une vie faite d'instabilité et d'incertitude. Une vie d'entrepreneur. Il y a 7 mois, Akadji Bongbadje décide de mettre entre parenthèses sa carrière de chargé d'affaires dans une banque parisienne. Avec un associé, ils ouvrent une crêperie à Abidjan. De banquier à crêpier, itinéraire d'une aventure risquée mais palpitante. C'est sûr que c'était une décision qui n'était pas facile à prendre. Les peurs étaient vraiment là, les peurs, les doutes, les craintes de mal faire. Une décision d'autant plus difficile que de la Côte d'Ivoire, Akadji n'a que des souvenirs de vacances scolaires. Né à Rennes, le jeune Ivoirien grandit en Bretagne. C'est justement cette région qui lui inspire son idée d'entreprise. Depuis un long moment, j'avais mûri l'idée de pouvoir investir dans mon pays. On s'est dit, par la nourriture, on pouvait réunir les deux cultures. La culture bretonne et la culture ivoirienne. Par exemple, on fait une galette à la loco, qui est assez originale, de la banane plantain dans une galette bretonne. Avant de se lancer, les associés ne négligent aucun détail, du concept à l'offre, en passant par le business plan. Ils n'hésitent pas à faire plusieurs voyages pour leurs études de marché. Les crêpes, ce n'est pas une habitude alimentaire ivoirienne. Comment se positionner sur ce marché et donner aux Ivoiriens le goût des crêpes? On est à l'inverse de la crêperie traditionnelle. On est sur un modèle de restauration dynamique. On est sur un produit accessible. On est sur la beurre sucre qui est à 1000 francs. On ne cache pas nos ambitions, c'est vraiment d'être les leaders de la crêpe en Côte d'Ivoire, mais en Afrique de l'Ouest. Je n'avais pas l'habitude des crêpes. Et là, j'ai découvert le coin et une ou deux fois je suis venue. Et depuis lors, je suis devenue une adepte de la chose. Le district d'Abidjan compte 3 crêperies, des enseignes exclusivement dédiées à cette spécialité culinaire. Akadji et son associé choisissent de s'installer à Abidjan Nord et ils sont les seuls dans cette zone. Mais avant de pouvoir ouvrir leur crêperie, que de difficultés rencontrées. Les premiers obstacles, c'est tout d'abord se mettre à jour au niveau de la fiscalité. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément d'un pays à l'autre. Faire venir le matériel. Et c'est pas chose simple quand on n'est pas bien entouré et quand on ne se renseigne pas bien à l'avance. Alors qu'on croit que c'est fini parce qu'on a enfin pu ouvrir, c'est à ce moment que le plus dur commence. Il faut gérer le quotidien de l'entreprise tout en préparant son futur. Aucune journée ne se ressemble. Un jour, je peux donc aider ici quand il y a du monde. Sinon, je vais rencontrer des partenaires, des fournisseurs. Je rencontre aussi les partenaires alimentaires pour essayer de toujours négocier au plus près les prix. Pour préparer ses crêpes, Akadji s'appuie sur une équipe de 4 crêpiers. Pour les recruter, le jeune entrepreneur s'est tourné vers le lycée hôtelier d'Abidjan. Mais il a aussi dû en former. C'était un métier que je ne connaissais pas. Mon cursus scolaire est carrément différent de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais la curiosité m'a amené aujourd'hui dans la restauration et en tant que crêpier, voilà, je suis content de ce que je fais. On touche au-delà du SMIC et on est vraiment à l'aise. Prendre soin de ses employés, mais aussi et surtout de ses clients. Donc à chaque livraison, je mets un mot de manière à personnaliser et que chaque client se sente unique au restaurant. Des petits mots glissés dans les paquets de livraison. Une présence dynamique sur les réseaux sociaux, émissions télé, séances de dégustation dans les écoles.
Il veut démocratiser la crêpe. Le jeune diplômé en marketing sait comment y faire et sait aussi comment s'entourer. En vue, un partenariat avec une boutique de café. Tiens, comment vas-tu, ça va? Ça va et toi? Il y a juste quelque chose que je voulais qu'on regarde ensemble, c'est tout ce qui est street marketing. D'accord, ouais, ok. Non, moi, ce que je me suis dit, c'était de faire un kiosque de 6 mètres carrés, hein, comme elle disait. C'est formidable d'avoir des initiatives comme ça de jeunes Ivoiriens qui reviennent au pays pour créer du business. C'est un produit qui se prête tout à fait au mode de consommation locale rapide et pas cher. Il a toutes les chances d'y arriver parce qu'il a la méthode, la rigueur et il a une très grande capacité à penser loin et à développer le business. Il a vraiment une vision intéressante. Ok, d'accord. Moi, Fin de matinée, petit détour à la maison avant de retourner à la crêperie. Akadji réside chez sa tante durant son séjour abidjanais. Son père n'est plus, mais il sait qu'il peut compter sur sa famille, malgré tout. Même si je ne lui disais pas, ça m'a paru risqué, mais il est important de pouvoir risquer aussi pour obtenir quelque chose. On perd toujours quelque chose avant d'obtenir, donc voilà, il fallait juste l'encourager. Akadji et son associé ont investi plus de 37 millions de francs CFA, empruntés en majorité. Quand on lui demande ce qu'il adviendra en cas de faillite, il nous rappelle son âge, 27 ans. Pour lui, c'est maintenant qu'il a droit à l'erreur. C'est maintenant ou jamais. On se penche à présent sur les activités à l'hémicycle. La session ordinaire de l'année 2018 du Parlement ivoirien s'ouvre ce 3 avril 2018 à 14h30. L'information a été livrée aujourd'hui au cours d'une conférence de presse animée par le secrétaire général de l'institution. Selon les dispositions de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit désormais en session unique qui s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Cette cérémonie d'ouverture sera marquée par le discours d'orientation du président du Parlement, Guillaume Soro, en présence des présidents d'institutions et de corps constitués. La grande innovation de cette session, l'entrée en fonction du Sénat, la seconde chambre du Parlement, dont 66 membres ont été élus le week-end dernier. La ville de Soubré a vécu des moments chauds les 5 et 6 février dernier, des événements qui ont poussé le maire à quitter sa localité. Monsieur Lassina Traoré est désormais de retour dans sa ville pour la reprise de ses activités. Un retour sur fond de décrispation avec des messages à l'apaisement et de renforcement de la cohésion sociale. Mamadou Kwasi. Au plus fort de la crise qui a secoué la ville de Soubré, le maire Lassina Traoré s'est vu obligé de quitter sa localité. Plus d'un mois après ces événements, le calme est revenu, la cohésion sociale aussi. Les commerçants ont repris leurs activités sur les sites du marché incendié. Les agents de la mairie sont relogés au centre culturel. Pour accompagner toutes ces initiatives, le maire de la ville de Soubré décide de regagner les siens. Un retour sur fond de décrispation et de renforcement de la cohésion sociale. Un moment qui a permis à toutes les couches sociales de se retrouver et de faire des propositions pour la stabilité dans la région de la Nawa. Jeunes, femmes, guides religieux et chefferies traditionnelles ont tous fait des propositions pour que cette situation ne se reproduise plus jamais à Soubré. Le maire de Soubré a invité la population à la culture du pardon et à promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion. Inviter la population de Soubré et au-delà de Soubré, toute la Côte d'Ivoire, à ne plus s'attaquer, n'est-ce pas, aux édifices de l'État. C'est un bien commun, c'est un bien public qu'on ne doit pas saccager. Voilà, donc je voudrais lancer cet appel pour que la population ait raison gardée. Il faut qu'on encourage le président de la République dans sa politique de construction de la Côte d'Ivoire. Il ne faudra pas qu'on détruise ce qu'il construit pour nos enfants. Pour ce retour du maire de Soubré, Lassina Traoré est accompagné des représentants de sa famille politique, le RDR, et d'une délégation de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Nous exhortons toute la population ivoirienne à respecter l'esprit civique, à respecter les biens d'autrui et à respecter la vie des Ivoiriens. Cette rencontre a permis de ressouder les morceaux et de soigner les plaies pour un nouveau départ. Un nouveau départ qui va booster le développement de la capitale régionale, la Nawa. Au chapitre politique, le RDR rend hommage à une de ses pionnières. Tamini Adjoango Louise est aujourd'hui vice-présidente du Rassemblement des Républicains. Elle a été célébrée pour son engagement et sa persévérance pour le triomphe du vivre ensemble. La cérémonie a enregistré la présence de la secrétaire générale du RDR, Kandia Kamara. Kader Sogodougou.
Sa détermination, son engagement auront contribué à la promotion du vivre ensemble dans les départements de Toumoudi et de Djekanou. C'est donc à juste titre que Tamini Adjoa Ngo Louise est célébrée par les populations et par son parti, le Rassemblement des Républicains RDR. Merci Tanti Tamini pour ce que tu as fait pour le RDR, pour ce que tu as fait pour les militants et militantes du RDR, mais ce que tu as fait pour la classe politique ivoirienne. Plusieurs intervenants ont apporté des témoignages sur le militantisme hors pair de l'actuel vice-président du RDR chargé de la région du Bélier. Un hommage rempli d'émotions pour celle-là même qui est célébrée. Très souvent, on te rend hommage quand tu es décédé. Je remercie le président Alassane Ouattara. Je remercie tout le monde, mes enfants. Des membres du gouvernement originaires de la région du Bélier qui ont pris une part active à la cérémonie. C'est un hommage tout mérité pour ce qu'elle a sémé, pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait pour toutes les populations du Bélier et du district de Yamoussoukro. Elle a rassemblé les partis politiques, elle nous a guidés, nous les femmes. Elle a instruit les hommes pour que nous allions à la paix. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là tous ensemble. Il n'y a pas de différence de parti. PDCI, RDR, MFA, PIPC, on est tous ensemble ici pour célébrer la femme qui rassemble. Une cérémonie d'hommage qui s'est très vite transformée en fête populaire, tant la joie était au rendez-vous. Le concours régional du reportage humanitaire a été lancé ce mardi 27 mars. Il vise à intéresser les journalistes aux questions humanitaires. C'est un concours ouvert à l'ensemble des radios des pays francophones, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Guinée, Togo. Il s'agit notamment des radios nationales, radios commerciales, radios communautaires et rurales, radios de proximité, web radio. Organisé par le CICR, le concours récompense les 3 meilleures productions radiophoniques. Les résultats seront connus le 5 juillet prochain. Lutte contre le VIH-Sida, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place une plateforme d'information sur le traitement. Cette démarche vise à offrir aux décideurs et gestionnaires des informations en temps réel pour renforcer la lutte contre le VIH-Sida. Ami Sissoko. Un nouveau logiciel pour collecter des informations en temps réel dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Dénommée Situation Room, cette plateforme aide à la prise de décision en vue d'accélérer la lutte contre le VIH-Sida. C'est un logiciel qui nous permet d'avoir une visibilité sur l'action sanitaire donc à partir des établissements sanitaires, des districts ou des régions sanitaires. Donc nous prenons donc les données donc, qui sont transmises par toutes ces structures-là et nous présentons ça sous une forme visuelle pour que le décideur, ceux qui n'ont pas l'habitude de se familiariser aux données de santé, puissent avoir une idée de l'efficacité de tous les programmes qui sont mis en œuvre par le ministère de la Santé. La Situation Room est une première en Afrique de l'Ouest et du Centre selon l'ONU-SIDA, une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec l'appui technique et financier de l'ONU-SIDA. Ça va nous permettre d'améliorer les prestations de services. On peut investir des millions de dollars sans avoir l'impact. Parce que pour avoir l'impact, il faut arriver à au moins situer où se trouvent les déficits. Aller vers l'équité sera possible, on aura une plus grande justice sociale parce qu'on a un système d'information en temps réel. Cet outil permet donc d'obtenir les données sur la gestion logistique, les données de routine des centres de santé et les données d'estimation du spectrum. Nous pourrons ainsi connaître la disponibilité des ARV, mais également toute la population sous traitement. C'est vraiment de pouvoir apprécier et vérifier l'efficacité de notre politique vers l'atteinte des 3x90. La Situation Room est aussi utilisée dans la collecte des données du paludisme et du cancer du col de l'utérus. Elle existe déjà dans certains pays de l'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda et la Zambie. À l'étranger, en Sierra Leone, le second tour de la présidentielle prévu mardi a été repoussé au samedi 31 mars 2018. Un report dû à des retards logistiques, selon le président de la Commission électorale nationale NEC. La justice sierra-léonaise avait rejeté un recours demandant le report du scrutin. La Haute Cour de Sierra Leone, qui avait ordonné samedi à la Commission électorale les préparatifs du scrutin, a levé l'injonction lundi en début d'après-midi.
Linda Brown, symbole de la lutte contre la ségrégation raciale, s'est éteinte à l'âge de 76 ans. Elle est à l'origine d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui, en 1954, jugea illégale la séparation des élèves noirs et blancs dans les écoles du pays. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.